La photosynthèse. Ce mot peut sembler compliqué, mais il représente l'un des processus les plus fondamentaux sur Terre. En substance, c'est la façon dont les plantes et certains autres organismes utilisent la lumière du soleil pour créer leur propre nourriture. C'est comme une cuisine magique où la lumière du soleil, l'eau et le dioxyde de carbone sont combinés pour produire des sucres, les éléments constitutifs de la vie. Ce processus est divisé en deux étapes principales, les réactions dépendant de la lumière et les réactions indépendantes de la lumière, souvent appelées réactions obscures. Les réactions lumineuses, comme leur nom l'indique, ne se produisent qu'en présence de lumière. Elles capturent l'énergie du soleil et la convertissent en énergie chimique. Cette énergie est ensuite utilisée pour alimenter les réactions obscures. Le soleil, une boule de feu géante dans le ciel, est la source d'énergie ultime pour la vie sur Terre. Les plantes, avec leurs feuilles vertes, ont développé une façon remarquable d'exploiter cette énergie. À l'intérieur des feuilles se trouvent de minuscules structures appelées chloroplastes. Ces chloroplastes contiennent de la chlorophylle, le pigment qui donne aux plantes leur couleur verte. La chlorophylle est comme un panneau solaire, absorbant la lumière du soleil et la convertissant en énergie chimique. Cette énergie est stockée dans des molécules spéciales appelées ATP et NADPH, prêtes à être utilisées dans les réactions obscures. Imaginez les réactions lumineuses comme une usine animée. La lumière du soleil entre en streaming, dynamisant les molécules de chlorophylle dans les chloroplastes. Cette énergie est utilisée pour diviser les molécules d'eau, libérant de l'oxygène dans l'atmosphère. La division de l'eau libère également des électrons, qui sont transmis le long d'une chaîne de molécules comme un petit courant électrique. Ce flux d'électrons génère de l'ATP et du NADPH, les porteurs d'énergie qui alimenteront les réactions obscures. Pendant de nombreuses années, les scientifiques ont cru que les réactions sombres dépendaient directement de la lumière. Cependant, dans les années 1950, deux scientifiques nommés Robert Emerson et William Arnold ont fait une découverte surprenante. Ils ont constaté que l'efficacité de la photosynthèse diminuait en fait à des intensités lumineuses très élevées. Cette observation suggérait qu'il devait y avoir un autre facteur limitant, en plus de la lumière. C'est alors qu'interviennent des scientifiques comme Hans Gaffron et Daniel Arnold, qui ont montré indépendamment que les réactions sombres pouvaient se produire en l'absence de lumière tant que l'ATP et le NADPH étaient fournis. Ce travail a révolutionné notre compréhension de la photosynthèse, prouvant que les réactions sombres sont effectivement indépendantes de la lumière. Cinquième partie, Calvin et Benson, tracer le chemin du carbone. Plongeons maintenant plus profondément dans les réactions obscures. Ces réactions ont lieu dans le stroma, l'espace rempli de fluide qui entoure les thylakoïdes dans les chloroplastes. Ici, l'énergie de l'ATP et du NADPH est utilisée pour convertir le dioxyde de carbone en sucre. Mais comment le dioxyde de carbone est-il incorporé dans les molécules organiques? Cette question a intrigué les scientifiques pendant des années. Ce sont Melvin Calvin et Andrew Benson qui, en utilisant du carbone 14 radioactif, ont minutieusement retracé le cheminement du dioxyde de carbone dans les algues. Leurs travaux révolutionnaires, connus sous le nom de cycle de Calvin-Benson ou simplement cycle de Calvin, leur ont valu le prix Nobel de chimie en 1961. Sixième partie, la danse complexe de la fixation du carbone. Le cycle de Calvin est une série complexe de réactions chimiques, mais nous pouvons le décomposer en trois étapes principales: la fixation du carbone, la réduction et la régénération. La première étape, la fixation du carbone, est celle où le dioxyde de carbone de l'atmosphère est incorporé dans une molécule organique. Ce processus est catalysé par une enzyme appelée ribulose 1,5-bisphosphate carboxylase
oxygénase, heureusement abrégée en rubisco. La rubisco est l'enzyme la plus abondante sur Terre et pour cause, elle joue un rôle crucial dans la fixation du carbone, le rendant disponible pour la synthèse des sucres et autres molécules organiques. Septième partie, le cycle de Calvin, un manège biochimique. Une fois le dioxyde de carbone fixé, l'étape suivante est la réduction. Dans cette étape, l'ATP et le NADPH, les porteurs d'énergie produits lors des réactions lumineuses, entrent en jeu. Ils fournissent l'énergie et les électrons nécessaires à la conversion du carbone fixé en un sucre à 3 carbones appelé glycéraldéhyde 3-phosphate ou G3P. Le G3P est une molécule polyvalente. Il peut être utilisé pour fabriquer du glucose, le principal carburant de la respiration cellulaire, ou d'autres sucres, des amidons et même des graisses et des protéines. Une partie du G3P est également utilisée dans la phase finale du cycle de Calvin, la régénération, pour régénérer la molécule de départ, le ribulose 1,5 bisphosphate ou RuBP, assurant ainsi la poursuite du cycle. Huitième partie, les plantes en C3, les fixateurs de carbone conventionnels. La plupart des plantes, y compris la majorité des cultures dont nous dépendons pour notre alimentation, sont classées comme plantes en C3. Elles sont appelées plantes en C3 parce que le premier produit stable de la fixation du carbone est un composé à 3 carbones, le 3-phosphoglycérate ou 3-PGA. Les plantes en C3 prospèrent à des températures et des intensités lumineuses modérées. Cependant, elles présentent un inconvénient dans les environnements chauds et secs. Dans ces conditions, elles ont tendance à perdre de l'eau par transpiration, l'évaporation de l'eau par les feuilles. Pour conserver l'eau, les plantes en C3 ferment leurs stomates, les minuscules pores des feuilles qui permettent les échanges gazeux. Neuvième partie, les plantes en C4 s'adapter au climat chaud et sec. La fermeture des stomates réduit la perte en eau mais limite également l'entrée du dioxyde de carbone. Cela pose un problème aux plantes en C3 car la rubisco, l'enzyme responsable de la fixation du carbone, a une faible affinité pour le dioxyde de carbone. En d'autres termes, elle a besoin d'une forte concentration de dioxyde de carbone pour fonctionner efficacement. C'est là qu'interviennent les plantes en C4 comme le maïs, la canne à sucre et de nombreuses graminées. Ces plantes ont développé un mécanisme astucieux pour surmonter les limites de la rubisco. Elles présentent une adaptation anatomique particulière, connue sous le nom d'anatomie Krebs, dans laquelle leurs feuilles possèdent deux types distincts de cellules photosynthétiques, les cellules du mésophile et les cellules de la gaine périvasculaire. Dixième partie. Les plantes CAM, maîtres de la conservation de l'eau. Dans des environnements encore plus difficiles, comme les déserts, un autre groupe de plantes a développé une stratégie différente pour la fixation du carbone. Il s'agit des plantes CAM, nommées d'après le métabolisme acide Crassulaceae, la première famille de plantes chez laquelle cette voie a été découverte. Les plantes CAM, comme les cactus, les succulentes et les ananas, présentent une adaptation unique. Elles ouvrent leurs stomates la nuit et les ferment le jour. Cela leur permet d'absorber le dioxyde de carbone pendant les heures nocturnes plus fraîches et plus humides, ce qui minimise la perte en eau. Onzième partie. Le grand final, la photosynthèse, soutien de la vie. La photosynthèse, avec son interaction complexe de réactions lumineuses et obscures, témoigne de l'ingéniosité de la nature. C'est un processus qui a permis à la vie de se maintenir sur Terre pendant des milliards d'années, nous fournissant l'oxygène que nous respirons et la nourriture que nous mangeons. Des arbres imposants, des forêts tropicales humides, aux algues microscopiques des océans, les plantes et autres organismes photosynthétiques jouent un rôle essentiel dans le maintien du fragile équilibre de notre planète. Ce sont les usines solaires par excellence, convertissant la lumière du soleil en énergie qui alimente la vie elle-même.